La Chine est le principal fournisseur de machines-outils microélectroniques, de nitrocellulose qui est essentielle à la fabrication de munitions et d'autres produits à double usage que Moscou utilise pour renforcer sa base de défense. Une base de défense qui produit des fusées, des drones, des chars, toutes ces armes que le président Poutine utilise pour envahir un pays souverain, démolir son réseau électrique et tuer des enfants, des femmes et des hommes innocents. La Russie aurait du mal à poursuivre son offensive contre l'Ukraine sans le soutien de la Chine. Ça serait difficile sans Pékin, ça a le mérite d'être clair. Même son de cloche du côté du patron de l'OTAN, Jens Stoltenberg, écoutez. La Chine affirme vouloir entretenir de bonnes relations avec l'Occident. Dans le même temps, Pékin continue d'alimenter le plus grand conflit armé en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. La Chine ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Joséphine Staron, ça ne va pas améliorer les relations, mais ça va mieux en le disant quand même. Bon, les relations étaient de toute façon pas au beau fixe, donc ça ne peut pas les empirer beaucoup. Ce qui est certain, c'est que la Chine tente, depuis le début du conflit, de se positionner comme une puissance neutre, même modératrice dans le conflit russo-ukrainien. Or, dans les faits, on voit quand même un soutien, notamment indirect, de la Chine à la Russie, puisque lorsque les sanctions occidentales sont tombées sur la Russie, eh bien, la Chine a quand même ouvert des voies alternatives pour que Moscou puisse continuer à commercer et à faire prospérer son économie pour financer son économie de guerre. Donc là-dessus, la neutralité chinoise, elle peut quand même être questionnée. Le soutien ensuite direct, c'est-à-dire de la livraison d'armements ou de matériaux qui servent à la production d'armements russes, là aussi, c'est de plus en plus documenté. Donc on voit qu'il y a quand même cette question de la neutralité chinoise, elle ne tient plus vraiment. Et lorsqu'on regarde les différents plans de paix, notamment proposés par la Chine ces derniers mois, on voit là aussi quelques incohérences. On peut pas, on disait avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est un peu ça, respecter l'intégrité territoriale des pays comme le demande la Chine, et en même temps ne pas, d'une certaine manière, ne pas restituer à l'Ukraine ses frontières, en rester à une forme de statu quo et puis négocier là où on en est. C'est un peu la synthèse grossière du plan de paix chinois. Donc la Chine n'est pas une puissance neutre, d'autant plus qu'elle est un peu la tête de pont d'autres pays, d'autres puissances qu'on peut appeler du Sud global, mais bon, ce serait faire je pense, une synthèse un peu trop rapide, mais de puissances qui veulent contester, d'une certaine manière, la domination occidentale dans l'ordre international, que ce soit au niveau des institutions politiques comme l'ONU, le Conseil de sécurité, ou dans le cadre des relations commerciales avec les pays de l'OPEP ou de l'OPEP+. Mais d'ailleurs, quand Tommy Blinken dit pour Vladimir Poutine, ça serait difficile sans Pékin, il y a des choses très concrètes que l'on peut vous montrer, qu'on peut analyser. Regardez cette image. On va voir une image avec Sylvia Micone, une image d'un bateau russe, Sylvia, arrivé dans un port chinois, et surtout, ça n'est pas la fin de l'histoire. Expliquez-nous. Pékin a toujours nié aider la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine, mais Pékin peut être pris la main dans le sac avec ces images satellites où l'on voit dans un port chinois un navire qui transporterait des munitions nord-coréennes vers la Russie. Regardez ce que dit ce think tank anglais très écouté, le RUSI, le Royal United Services Institute. La Chine fournit un amarrage à un cargo russe sanctionné par les États-Unis et impliqué dans des transferts d'armes nord-coréens vers la Russie. Alors il s'agit du navire russe Angara qui aurait transporté depuis août 2023 des milliers de conteneurs censés contenir des munitions nord-coréennes vers des ports russes. Ce navire qui serait ancré depuis février dans un chantier naval chinois dans la province orientale de Xinjiang. Et alors, ça n'est pas la première fois. La semaine dernière déjà, on avait eu des images qui avaient été données par des think tanks occidentaux concernant justement une aide chinoise à la Russie, quasi directe. Effectivement, et on a d'ailleurs les noms des bateaux, de cargo qui transitent entre la Russie et la Corée du Nord. Ça a été dévoilé là aussi par des think tanks occidentaux. On va voir, c'est que ce deal. Ce deal, c'est la Russie qui envoie du pétrole à la Corée du Nord, qui en échange, lui envoie des munitions dont elle a besoin pour sa guerre. Sauf que la Corée du Nord, elle est visée par des sanctions de l'ONU et que la Russie, qui est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, est censée les respecter. Alors la Corée du Nord, vous savez qu'elle n'a droit qu'à 500 000 barils par an, et grâce à Moscou, Pyongyang en reçoit bien
d'avantage. En échange, elle fournirait des milliers d'obus, voire des missiles à la Russie. Et l'un des bateaux-citernes qu'on a vu là à l'image a été rapidement reconnu car il a déjà été signalé comme étant au cœur d'un réseau d'approvisionnement illicite en pétrole pour la Corée du Nord. Il a été repéré sur la mer du Japon, dans la partie extrême orientale de la Russie. Tout se passe autour de ces trois villes que vous voyez là, Vosnochny en Russie pour le pétrole, Chongqing en Corée pour réceptionner le pétrole et la ville de Najnin pour les armes à destination de la Russie. Selon les think tanks, tout cela dure depuis maintenant 7 mois. Alors on ne peut pas voir ce que transportent ces bateaux. Forcément, les spécialistes émettent des hypothèses, mais ils sont plutôt confiants sur ce deal armes-pétrole. Des bateaux qui sont repérés parce qu'ils ont aussi des comportements étranges, c'est-à-dire qu'ils éteignent le dispositif qui permet d'être vu par les autorités maritimes et de se repérer dans les eaux internationales, ce qui est d'ailleurs plutôt dangereux. En tout cas, eux, les renseignements sud-coréens ont des chiffres et les donnent. Plus de 6700 conteneurs de munitions vers la Russie, soit plus de 3 millions d'obus d'artillerie. Général, on a les images. Une fois qu'on a tapé du poing sur la table en disant que la Chine avait choisi son camp, il se passe quoi ? C'est pas bien. Ils ne sont pas bien comportés. On va faire un communiqué, effectivement, on va dénoncer. On n'a pas les moyens. Simplement, c'est que nous sommes dans la situation de l'impuissance finalement internationale des États occidentaux. Ils ont bien constaté que les règles n'étaient pas appliquées, qu'elles étaient contournées et qu'elles se font à notre détriment. Et il n'y a pas 36 réponses. Bon, effectivement, on va reparler peut-être de sanctions. Oui, c'est ça, j'allais dire la sanction, mais bon, on se considérait pas une balle dans le pied. On est un peu dépendant parce qu'on a créé les liens qui nous rendaient dépendants. C'est Lénine qu'on lui attribue cette phrase que les capitalistes vendraient à l'Union soviétique la corde qui servirait à l'Union soviétique pour nous pendre, enfin pour prendre les capitalistes. On est un peu dans cette logique-là avec la Chine, pays communiste, qui a parfaitement tissé tous les liens qu'elle est. D'ailleurs, Poutine a essayé de faire la même chose avec le gaz et le pétrole. Donc on a quand même des autoritaires qui ont bénéficié ou instrumentalisé la bonne volonté qu'on avait. Et puis aujourd'hui, on ne peut plus rien faire. Sauf peut-être se réarmer d'abord moralement, en disant on ne va plus laisser faire, parce que n'oublions pas quand même que ce n'est que la conséquence peut-être de beaucoup de nos faiblesses. On va se réarmer aussi militairement, c'est ce qu'on fait maintenant en Europe, mais pas uniquement là. Et puis on va peut-être avoir un autre discours, à condition qu'on soit tous d'accord, parce qu'un État autoritaire, il ne voit que lui-même. Nous, l'Occident, c'est 30, 35, 40 États. Si on veut être fort, il faut qu'on ait la même politique étrangère. Donc je pense qu'on va vers une transformation des relations internationales pour finalement que quand le droit international est bafoué, nous soyons capables d'imposer finalement son respect. Or, aujourd'hui, on est complètement les mains liées, puisque rien que le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a plus de pouvoir. Donc finalement, il faut reconstruire l'ordre international dans sa totalité et je ne sais pas comment on pourrait le faire aujourd'hui. Mais si on se pose la question, Samantha, on a compris que Poutine avait besoin de la Chine, la preuve, à quel point la Chine a-t-elle besoin de la Russie ? On peut quand même se demander dans quelle mesure la Chine a fait le bénéfice-risque entre j'aide la Russie ou je me fâche avec les Américains, dont j'ai besoin pour vendre notamment pour les échanges commerciaux. Moi, je crois que la Chine a moins besoin de la Russie que la Russie n'a besoin de la Chine. Et la question qui se pose, c'est qui a besoin de plus de qui, la Chine ou les États-Unis ? Et oui, c'est ça. Parce que quand on regarde la production aux États-Unis, la dépendance des États-Unis vis-à-vis de la Chine, bon, il y a plutôt codépendance dans ce domaine-là. Mais par exemple, Anthony Blinken a parlé des exportations de nitrocellulose. Qu'est-ce que c'est la nitrocellulose ? C'est un des composants essentiels pour fabriquer de la poudre. Même la France achète aujourd'hui la nitrocellulose à la Chine pour fabriquer sa poudre. Donc on a beaucoup eu ces dernières semaines des émissions justement sur l'autonomie stratégique française, le fait que les usines de fabrication de poudre sont en train de se remettre en marche en France. Eh bien la nitrocellulose, elle continue à être achetée en Chine. Mais oui, c'est ça, c'est la matière première. Donc, en fait. Et la Chine est un petit peu un pourvoyeur de matières premières, aussi les métaux rares dont on a besoin pour fabriquer les puces qui sont fabriquées partiellement à Taïwan, mais aussi un peu en Chine et ailleurs. Mais tous les métaux rares, il y en a beaucoup qui viennent de Chine, d'autres qui viennent de pays africains où la Chine et la Russie se disputent le contrôle des mines importantes qui étaient jadis contrôlées par les Français, les Britanniques et les Américains. Donc oui, on va vers une redistribution des cartes, à se demander qui est le plus fort, même entre la Chine et les États-Unis. Et ce qui est étonnant, c'est si on décrypte un petit peu les messages envoyés pendant les conférences de presse
du côté chinois et du côté américain aujourd'hui et hier, les mots sont forts. La Chine qui parle de ne pas avoir des relations qui descendraient dans une spirale descendante, qui parle de lignes rouges qui, si elles ne sont pas respectées, il y aurait des conséquences. Anthony Blinken qui dit très précisément que si, par exemple, si on ne voit pas de changement dans le soutien chinois pour la Russie, eh bien, nous sommes préparés à agir si nous ne voyons pas de changement. On ne sait pas ce que ça veut dire. Mais si vous voulez, dans le langage diplomatique, parce que dans ces genres de communiqués, chaque mot compte, chaque mot est pesé, il ne faut pas trop provoquer l'autre, mais il ne faut pas non plus être trop faible. Eh bien, si on regarde vraiment les communiqués des deux côtés, le langage est très fort. Les relations ne sont pas très cordiales entre les Russes et les Chinois.